Antoine Léaumont, député La France Insoumise de l'Essonne, et bienvenue sur ce plateau. Je voulais qu'on écoute François Bayrou, donc, qui demande à l'ensemble des Français de faire un effort. On l'écoute. Je suis même favorable à ce qu'on cherche un financement différent de notre modèle social. Vous demandiez, est-ce que notre modèle social, on peut l'abandonner? Non. Je ne crois pas qu'on puisse l'abandonner. Je pense que la France, elle est en partie dans ce modèle social. Il n'est pas trop généreux aujourd'hui? Il est très généreux. Et c'est même le plus généreux. Non, ma question n'était pas est-ce qu'il est très généreux, c'est est-ce qu'il est trop généreux? Oui, j'espère que non, mais je sais que la situation est extrêmement exigeante. Antoine Léaumont, le retour possible de la TVA sociale pour redonner de la valeur au travail et faire augmenter le salaire net. Bon, déjà, ça n'existe pas. Il y a du positif? Non. Déjà, ça n'existe pas, la TVA sociale. La TVA, c'est l'impôt qui est le plus injuste, puisque tous les Français le payent au même niveau. Et ensuite, quand on parle de faire des efforts à tous les Français, pardon, mais il y en a qui sont oubliés par M. Bayrou. Les plus riches de notre pays, ceux qui ont un impôt qui est dégressif, quand on arrive dans les tranches les plus riches de la population. Ceux-là, ils leur demandent aucun effort. En réalité, c'est même... Ah si, alors il a évoqué l'idée d'imposer justement davantage les plus hauts revenus. C'est précisément pour faire en sorte qu'on n'impose pas davantage les plus hauts revenus que M. Bayrou dit qu'il veut faire reposer l'effort sur tous les Français avec la TVA. Il faut savoir que les 10% les plus pauvres, ils envoient 20% de leurs revenus dans la TVA, tandis que les 10% les plus riches, ils sont qu'à 10% de leurs revenus dans la TVA. Voilà pourquoi M. Bayrou veut mettre en place cette TVA prétendument sociale. Parce qu'il sait très bien que quand on fait ça, eh bien ceux qui payent le plus l'impôt, ce sont les plus pauvres et les classes moyennes. Ensuite, j'entendais Madame Blin parler du modèle social. Pardon, mais quand on est député de la République française, payer une fortune, eh ben on pourrait peut-être commencer nous-mêmes par faire des efforts. Madame Blin, moi j'y suis prêt en tout cas à faire des efforts sur le salaire des députés. C'est totalement aussi on est payé cher. Aussi on est payé cher. Renoncez à vos indemnités, donc faites-le. On veut faire des efforts. Eh bien moi j'y suis prêt. Et d'ailleurs c'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes prêt à faire quel genre d'effort? Alors allez jusqu'au bout. Eh bien moi je vous le dis, nous on est pour mettre en place un impôt qui, pour tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois, ferait payer moins d'impôts, mais pour tous ceux qui gagnent plus de 4 000 € par mois, paieraient davantage d'impôts. Comment faisons-nous cela? On a déjà une fiscalité confiscatoire. Si vous voulez bien. Non, on n'a pas une fiscalité confiscatoire. Ah si, parce qu'on a des services le publics. taux de prélèvement obligatoire le plus important. Oui, mais ça, du monde. Vos amis bolivariens n'ont même pas fait. Excusez-moi, vous faites toujours la même chose. Vous dites que la TVA c'est injuste. Mais attendez, c'est un débat aussi. Alors attendez, tu viens de réagir. Je voudrais répondre jusqu'au bout. À quoi servent les impôts? À payer précisément un modèle social, c'est-à-dire la sécurité sociale, c'est-à-dire la retraite des personnes qui ont la chance de pouvoir être à la retraite désormais, et payer un certain nombre de choses comme l'éducation gratuite par exemple. Veut-on renoncer à cela? C'est ça que vous nous proposez de faire quand vous dites qu'il faut faire des économies? À quoi exactement dites-vous qu'il faut renoncer? Moi, je suis en train de vous dire. Les priorités de l'État, oui. On a un modèle. Remettre l'État sur les domaines régaliens. Tout à fait, mettre l'État sur les modèles régaliens. Et donc la santé, on fait comment? Eh ben, c'est de la même manière. Donc il faut faire des économies sur la santé. Il faut faire des économies sur la santé, comme vous voulez le faire. Il faut faire des économies sur la santé. Attendez, on n'entend plus rien là, vous parlez en même temps. Moi je vous donne un modèle d'impôt qui est celui que nous proposons avec la France Insoumise. Au-delà de 4 000 €, on paye davantage. Comment mettons-nous cela en place? Nous disons que tout le monde doit payer l'impôt sur le revenu, y compris ceux qui à l'heure actuelle ne paient pas l'impôt sur le revenu. Par contre, ce que nous disons, c'est qu'il faut rendre. Vous remercier. Oui, c'est qu'il faut rendre. Vous allez voir comment les Français vont nous remercier. Il faut rendre la CSG progressive, parce que la CSG aussi est un impôt qui est injuste, qui pèse davantage sur les plus pauvres, tandis que les plus riches, eh bien, en payent moins, puisque c'est un impôt qui est au même niveau pour tout le monde. Il faut rendre de nouveau l'impôt progressif dans notre pays, et c'est ce à quoi tout le monde s'oppose, en tout cas quand on entend sur les plateaux télé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des intérêts à y perdre précisément. La réalité aujourd'hui, c'est que l'impôt, il est sur la France qui travaille. C'est ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas accompagner la France qui travaille. La réalité aujourd'hui, c'est que toute la politique publique est orientée vers un renforcement de l'assistanat. Et c'est aujourd'hui sujet sur lequel vous ne voulez pas. Mais c'est pas vrai. La réalité, c'est que les fraudes sociales, vous ne voulez pas non plus. Dites-moi ce que vous appelez assistanat. La réalité, c'est que les fraudes, elles sont massives, notamment dans les domaines de sécurité sociale. Dites ce que vous appelez assistanat. La réalité, c'est qu'avec des dispositifs tels que la carte vitale biométrique, nous pourrions arriver à faire les économies tout en garantissant la santé des Français. Comment vous faites des économies? La réalité, c'est que vous voulez toujours plus d'impôts. Vous voulez faire attendez. Les grands pays marxistes et communistes ont fait, ou même pas le font chez eux. Alors attendez, on va faire tourner un peu la parole. Monsieur Léaumont, moi j'ai donné des arguments précis. Je vous ai dit comment on faisait pour rendre l'impôt plus progressif. J'entends la carte vitale biométrique. Comment vous faites des économies? Lutter contre les fraudes sociales, oui, tout à fait. Oui, et les fraudes aux cotisations patronales. Vous dites que vous en avez marre d'entendre des préjugés au sujet des impôts, mais excusez-moi, dire
que la TVA est un impôt injuste, c'est une certaine manière de tromper les gens. Parce que la vérité, c'est que l'impôt le plus injuste aujourd'hui, c'est l'impôt sur le revenu. Il y a 10%, pas vrai. mais il y a 10% des contribuables qui payent 60, qui rapportent 60%. Mais d'accord, mais c'est confiscatoire. La TVA, attendez. La TVA, évidemment, c'est... On explique, la TVA, tout le monde la paye, quel que vous soit achetez son votre revenu. même niveau, C'est pour ça qu'on dit que c'est injuste. vous payez la TVA. Et c'est là où il y a des milliards à trouver. Et en Allemagne, on est un des pays avec le taux de TVA le plus faible, et en revanche avec un taux d'impôt de revenu le plus confiscatoire. Non mais parlons d'injustice. Un riche qui achète un truc qui coûte 10 €, il va payer 20% de TVA. Mais il paye combien d'impôts? Il paye combien d'impôts? Ah bah exactement. Il paye combien d'impôts, ce monsieur? Il va payer par définition, parce que c'est un pourcentage de ce que vous payez. Eh ben exactement. Donc les riches, ils paient plus de TVA que les autres. Mais non, c'est pas vrai. Quand vous aurez tapé sur les riches, qu'est-ce qui fera travailler? Alors attendez, s'il vous plaît. Les riches, ils ont juste davantage d'argent. Les entreprises en France. Vous vous rendez compte quand même, c'est difficile dans ce pays de pouvoir porter une opinion qui est contradictoire avec la vôtre. Je suis tout seul sur le plateau à défendre une idée qui est différente de la vôtre. Absolument pas, mais c'est un peu la cacophonie, là, qu'on essaie d'y voir un petit peu plus clair. Je sais pas, j'essaie de donner des arguments concrets. Évidemment qu'il y a un problème de rémunération des salariés, évidemment. Mais je crois que simplement se baser sur le sujet de la TVA sociale, qui consiste simplement à dire, aujourd'hui, c'est les travailleurs qui paient, demain, ce seront les consommateurs. Je crois que c'est passé à côté du sujet qui est la facture, très simplement, de notre système de protection sociale, qu'il faut interroger. Et je pense qu'autour de la table, on est tous d'accord pour essayer de protéger ce système-là. Mais pour protéger ce système-là, on est obligé de trouver... De réduire la voilure. On peut plus, malheureusement, je veux dire vraiment malheureusement, on peut plus se permettre, on est allé trop loin. Ça dépend. Et si, malheureusement, on continue à avoir une dérive comme aujourd'hui des finances publiques, on va se retrouver avec des taux d'intérêt de plus en plus importants et ça va impacter à la fois les taux d'intérêt de l'immobilier et les taux d'intérêt des entreprises qui vont avoir de plus en plus de mal. Les finances publiques vont mal, mais pardon, c'est pas moi qui suis au pouvoir depuis des années, c'est ceux qui sont au pouvoir. Non, mais là on parle des solutions. Je vous donne un exemple. On paye quand même la facture d'un certain nombre d'années de la gauche plurielle. On est en train de payer la facture. On est en train de payer la facture d'Emmanuel Macron, qui à lui tout seul a coupé 62 milliards dans les recettes. C'est-à-dire, il a fait baisser les recettes de 62 milliards. Et aujourd'hui, on est en train de chercher 40 milliards. Et ben, monsieur Macron, depuis 2017, il nous fait perdre tous les ans 62 milliards. Total, depuis le début, 454 milliards d'euros qui ont été perdus en économie de recettes. Voilà le bilan d'Emmanuel Macron. Donc, vous considérez qu'il n'y a pas assez d'impôts? Ensuite, il n'y a pas assez de recettes, effectivement. Donc, c'est ça, il n'y a pas assez d'impôts en France. Je veux dire, vous avez tous les classements internationaux qui montrent que... Attendez. C'est intéressant ce qu'il dit, Benoît Périn. Et vous considérez que le problème, c'est les recettes, c'est pas les dépenses. Alors qu'on a le pays au monde qui dépense le plus. Oh, les pauvres milliardaires qui payent trop d'impôts. Et 57% des dépenses publiques. La moyenne européenne est à 49%. Si vous permettez qu'on développe un argument en entier. Vous dites, il faut pas faire reposer l'impôt sur les travailleurs, il faut le faire reposer sur les consommateurs. Pardon, mais la différence entre les deux pour les gens qui travaillent et qui achètent des courses, elle est un peu difficile à comprendre. C'est pas la même. Sauf que vous avez dit un truc qui est complètement dingue. Non mais madame, les aides sociales, vous êtes député, vous bénéficiez aussi des impôts. Donc on va arrêter avec des assistés, etc. Moi aussi je suis député, moi aussi mon salaire il est versé par les impôts. Donc si vous voulez baisser le salaire des députés, on commence par là et puis après vous demanderez. On voit bien à quel point on demandera après des efforts aux autres. C'est-à-dire qu'une personne qui est payée au RSA, pour madame, c'est un assisté. Voilà. Ah non, moi je demande le RSA avec contrepartie. À la grande différence de ce que vous vivez avec 650 € par mois si vous avez envie, mais moi c'est pas. Je demande le RSA avec contrepartie. Je demande qu'on aide ceux qui en ont besoin, mais que ceux qui doivent travailler doivent travailler. C'est ce que je dis. Vous avez eu beaucoup de chance de jamais vous retrouver ni au RSA ni au chômage. En tout cas, tout de suite, parce qu'on dit que nos équipes sont aux côtés des taxis qui ont écouté François Bayrou et ils sont sur le point de repartir. Donc on aimerait quand même avoir leur réaction. Marie, ils sont un peu en colère, non, après les propos de François Bayrou? Oui, très en colère. Une trentaine de taxis bloquent actuellement le périphérique parisien. On me dit même qu'ils sont à peu près une centaine. Ils bloquent entre la porte de Versailles et la porte d'Auteuil. Ils ont tenté de bloquer Roland-Garros ce matin. Une action forte, une action coup de poing, même pour bien dénoncer les propos de François Bayrou. Ils ne sont pas contents et ils veulent le dire. Djihad, justement, vous êtes taxi. Qu'est-ce qui vous a déplu dans les propos du Premier ministre ce matin? C'est une manière de faire croire à l'opinion publique que notre revendication concerne la réglementation VTC, mais c'est principalement une revendication contre les plateformes illégales numériques qui ne payent ni fiscalité ni charges sociales en France. C'est ça notre revendication principale, c'est l'application de la loi concernant ces plateformes illégales. Si le gouvernement veut faire des économies, qu'il aille récupérer les milliards que Uber doit à la France. C'est aussi une application et c'est des mesures immédiates qu'on demande contre le système des rattachements, aussi la présomption de salariat.
Uber doit des milliards à la France. On n'a pas à taper sur le dos du système économique social, un modèle économique social français qui réussit, qui produit de l'emploi, pour essayer de faire des économies, qu'on aille chercher ces milliards aux corporates étrangères. Mais M. Bayrou, il a dit qu'il était prêt à travailler avec vous. En tout cas, c'est pas assez pour vous. Vous êtes prêt à continuer cette mobilisation qui va se poursuivre sur le périphérique parisien. D'autres actions sont actuellement prévues dans la journée, malgré les 2 réunions qui ont lieu au ministère des Transports et au ministère de la Santé dans la soirée. Cette histoire des chauffeurs de taxi. Tout à l'heure, tout le monde disait oui, il faut rémunérer le travail correctement. Là, qu'est-ce qu'ils disent les chauffeurs de taxi? Si vous aviez écouté ce qu'il disait le chauffeur de taxi, il disait notre problème c'est Uber. Uber ne paie pas d'impôts à sa juste mesure en France. Et si vous voulez des pistes pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, commencez par imposer Uber correctement. Et par faire ce qu'on appelle la présomption de salariat pour les chauffeurs Uber, c'est-à-dire que pour l'instant, ils sont considérés comme des auto-entrepreneurs qui font des courses à la course. Mais si vous faites des salariés avec les chauffeurs Uber, vous faites aussi rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Donc sur ce point-là, premier point. Deuxième point. Tout à l'heure, on parlait des agriculteurs et des taxis. Je voudrais juste dire un truc. Mais la loi du plomb, la fameuse loi du plomb, elle prévoit de réintroduire un certain nombre de pesticides. La loi du plomb, on le rappelle, c'est donc cette loi portée par le sénateur LR contre laquelle qui est supposée lever les contraintes. Dans les contraintes qui sont censées être levées, il y a la question de la réintroduction d'un certain nombre de pesticides qui avaient été interdits. Pesticides qui peuvent provoquer des cancers, et notamment des cancers infantiles. Est-ce qu'on se rend bien compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un côté, vous allez faire une loi qui va provoquer des maladies, donc augmenter la dépense dans la maladie, et de l'autre, vous êtes en train de nous dire les agriculteurs, ils n'ont pas la même vie que les taxis. Leur argument à eux, c'est de dire en France, c'est interdit depuis 2018, alors qu'en Europe, c'est autorisé. Oui, c'est ce 2 poids 2 mesures qui les dérange. Mais précisément, le problème, c'est qu'on autorise à entrer des produits qui utilisent des pesticides qui sont interdits en France. Moi, ma règle, c'est le protectionnisme solidaire, c'est-à-dire, si jamais il y a des produits qui sont interdits en France pour la santé, eh bien, il faut interdire d'entrer en France des produits qui utiliseraient ces pesticides qui sont dangereux pour la santé. Sinon, pour le coup, c'est une concurrence déloyale pour les agriculteurs. Taxer tout le monde devrait être d'accord avec ça. Taxer, interdire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que politiquement, quand même, aussi, si on prend un peu de distance, François Bayrou, de se forger une stature, parce que tout ce dont on parle, ça sera peut-être virtuel, parce que à l'automne, il y a une potentielle, même à l'automne, il y a une potentielle motion de censure de votre part. Là, il met des choses sur la table, comme on le dit, pour peut-être tomber, mais tomber avec la statue de celui qui aura porté le courage budgétaire dans le débat public. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui vous disent toutes ces propositions, il a intérêt à les faire, il veut les mettre dans l'opinion. Mais peut-être ce plan ne verra-t-il jamais le jour parce que à l'automne, il tombera, et y compris dans l'entourage d'Emmanuel Macron, il y en a un certain nombre de conseillers qui ne voient pas comment il passerait l'automne et comment il n'y aurait peut-être pas un autre Premier ministre qui attend peut-être au ministère des Armées pour succéder à François Bayrou. Il est au ministère des Armées, le prochain Premier ministre. C'est pas impossible, en tout cas. Il y en a un qui se prépare. Donc, Sébastien Lecornu, qui pourrait être notre prochain Premier ministre. Bon, on n'y est pas encore. Oui. Pour l'instant, sur le plan politique, justement, il a taclé aussi certains dans le camp Macron, notamment Gabriel Attal. On a beaucoup parlé de l'entrisme récemment, de ce dossier sur la volonté des frères musulmans d'instaurer la charia en France. Il y a un conseil de défense qui s'est tenu. Il n'a pas tellement apprécié les propositions des uns et des autres qui visiblement n'avaient pas été établies de façon collégiale. Celle de Gabriel Attal, par exemple, sur l'interdiction du port du voile pour les mineurs de moins de 15 ans, qui s'est pris donc un petit tacle de façon subliminale. Regardez les propos de François Bayrou. Je n'ai pas envie de faire de l'islam un sujet de fixation de la société française. Je sais que c'est la mode, je sais que ça a probablement du succès dans un certain nombre de cercles, mais nous devons vivre ensemble. C'est la mode ? Oui, je pense que c'est un peu ce que Fesneau disait, non ? Et que vous citiez. Cette surenchère régalienne. Surenchère. Je pense que en France, les athées, les chrétiens, les musulmans, les juifs, les bouddhistes, et je ne sais, nous allons devoir vivre ensemble. Bon, la surenchère, c'est clairement dirigé à Gabriel Attal, ancien Premier ministre. Oui, absolument. Il reprend à son compte ce qu'a dit Marc Fesneau dimanche dans la tribune, où justement lui critiquait cette surenchère régalienne et cette
presque il a parlé de trahison par rapport à ce qu'est le macronisme, en tous les cas ce socle qui unissait jusqu'à présent le MoDem, Renaissance, Horizon. Donc François Bayrou n'a pas aimé la surenchère de Gabriel Attal. Bon, faut dire qu'entre les deux, c'est pas non plus l'amour fou depuis plusieurs mois. C'est un tacle à quelqu'un qui n'est pas dans le gouvernement. C'est l'ancien Premier ministre, c'est un patron d'un parti, mais il n'est pas dans le gouvernement. Mais président du groupe Ensemble pour la République. Président du groupe. Et donc, il critique Attal tout en défendant Retailleau, dont il a trouvé justement que lui-même avait aussi critiqué les mesures Attal. En revanche, là où il est plus surprenant, et ça correspond bien à cette méthode un peu brouillonne, parce que finalement, il laisse ses ministres parler. Et puis ensuite, là, ce matin, il nous a expliqué que, bon, en gros, Sophie Primas, en expliquant que c'était la fin du macronisme, il n'avait pas du tout apprécié. Il n'a pas apprécié non plus que Gérald Darmanin lance son affaire de prison à Saint-Laurent-du-Maroni sans lui parler vraiment du contenu des places réservées aux narcos. C'est assez surprenant quand même, hein. C'est-à-dire que là, il est venu un peu expliquer au micro d'Apolline de Malherbe que bon, c'était un peu le bazar dans la maison. Voilà, ça dit quoi? Il tient pas ses troupes. Sur le fond, ça dit, excusez-moi, une forme de déni quand même, parce que il dit, il faut pas que l'islam devienne un sujet. Bon, il y a 6 à 10 millions de musulmans en France, suivant les estimations. Il y a un raffermissement de l'islam au niveau mondial, avec une montée du fondamentalisme, et qui touche évidemment aussi les musulmans de France. Et c'est une vraie réalité que, effectivement, il y a de plus en plus de filles qui se voilent. Il y a de plus en plus d'immixtion de cette religion dans le débat public, de friction entre la loi religieuse et la loi civile. Et c'est donc aux responsables politiques de se saisir de cette question-là. Le rapport commandé par le ministère de l'Intérieur, produit par un ambassadeur et de mémoire quelqu'un des renseignements, il s'appuie sur des données concrètes. Hein. C'est des enquêtes de terrain, ils ont fait des déplacements. Après, le risque, c'est les amalgames. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Emmanuel Macron hier. Le voile n'est pas égal l'islamisme. D'accord, c'est des amalgames. Et Jean-Michel Blanquer, lui, disait qu'une société où les filles sont voilées, c'est pas souhaitable. Bon, bah voilà, écoutez, donc c'est un débat de société qu'on a le droit d'avoir et qui touche quand même à l'égalité homme-femme, qui est quand même un sujet qui, normalement, est défendu par ces mêmes personnes. Et après, il parle de surenchère régalienne, mais attendez, excusez-moi, le taux d'homicide dans ce pays, le taux de violence, le taux d'attaque aux personnes, c'est quelque chose c'est de la surenchère ou c'est de la statistique? Quand c'est Aboubacar Cissé, ça vous intéresse pas? Mais pas du tout, vous croyez que je suis content que ce monsieur ait été assassiné? J'en sais rien, pas du tout. Mais évidemment c'est scandaleux. Mais les actes de chrétianophobie, ils sont en démultiplication aussi. Les actes d'islamophobie sont en augmentation. Alors, parce que dans le rapport, il y a écrit victimisation par la dénonciation d'une prétendue islamophobie. Pardon, mais l'islamophobie, c'est quelque chose de bien réel dans notre pays. Oui, mais la c'est Aboubacar Cissé qui se fait tuer. C'est des jeunes femmes qui se font arracher leur voile, précisément à cause de discours comme ceux que vous tenez sur ce plateau, en disant que le voilement, c'est un problème pour la société. Monsieur, non, je veux dire de manière très claire. Sont encore plus nombreux, donc. Est-ce que le voile, il faut dire les choses de manière très claire. Est-ce que le voile est un problème de soumission pour la femme ou pas? Donc il faut dire les choses de manière très claire. Les gens, ils sont libres de choisir s'ils veulent porter un voile ou pas porter un voile. Si par contre, des gens sont forcés à porter le voile, là, il y a une question qui est posée, et ça, pour le coup, c'est à l'État d'intervenir. Est-ce que vous trouvez souhaitable pour la société française? Non, mais moi, ce que je souhaite, c'est pour la société française, c'est qu'on foute la paix à tout le monde avec la religion, aux musulmans, aux juifs, aux chrétiens, aux bouddhistes qui apparemment n'ont pas trop d'ennuis pour l'instant, mais en tout cas, il faut qu'on foute la paix aux gens avec la religion. 50% des gens dans notre pays n'ont aucune religion, et ceux qui en ont une, ils veulent juste qu'on leur foute la paix et qu'on les considère comme des Français comme les autres. Et sur ce point précis, je suis parfaitement en accord avec Monsieur Bayrou. Avec le Premier ministre. Il y en a vraiment ras-le-bol. La critique est faite. La critique est faite à Gabriel Attal. Alors, quand c'est pas l'islam, c'est les Algériens. Quand c'est pas les Algériens, c'est les étrangers. Et quand c'est pas les étrangers, c'est les insoumis. La critique, en fait, les deux critiques qui sont faites assez fortement à Gabriel Attal, au-delà du fond ces derniers jours, François Bayrou ce matin et Elisabeth Borne dimanche dans BFM Politique, c'est surtout une forme d'impréparation. En gros, et il le renvoie à ses études en disant ça n'est pas constitutionnel, au lieu de faire des propositions mal préparées, il vaudrait mieux travailler. C'est un peu ça l'image qui est renvoyée à Gabriel Attal. Oui, mais encore heureux. Tout ça dans un contexte là où je suis pas d'accord avec Bruno Joly, en revanche, c'est que je pense que quelque part Bruno Retailleau prend aussi une balle perdue au passage, parce que c'est quand même lui qui a mis le sujet de l'entrisme musulman. Mais il prend soin de le ménager. Il prend soin de le ménager. Vous remarquerez que l'entrisme. J'aimerais qu'on écoute aussi François Bayrou sur Bétarame. Mais musulman maintenant. Ça l'a fragilisé aussi, Bétarame, institut catholique du côté de Pau, visé par des accusations d'agression sexuelle, de viol. On écoute là-dessus François Bayrou. J'ai des regrets que cette affaire ait été instrumentalisée. Que cette affaire, qui est un drame pour des dizaines et des dizaines
partout en France maintenant. On sait bien qu'il y a des exemples partout en France. C'est un drame pour eux. Et ça a été instrumentalisé comme un homme politique, comme une affaire politique. Mais votre premier regret, François Bayrou, c'est pas de ne pas avoir vu? J'ai vu. Et je suis intervenu. J'ai mis en ligne la preuve absolue par des documents que toutes les accusations étaient fausses. Donc vous nous dites ce matin que c'est pas un bug, c'est une attaque informatique. Mais je ne dis pas, j'affirme, et nous allons porter plainte, j'affirme que ce site, qui était simplement la mise en ligne de tous les documents, a été l'objet d'une cyberattaque pour faire sauter le site. Il avait publié donc ce week-end sur un site internet l'ensemble des pièces dans cette affaire censées, selon lui, le disculper. Et visiblement, ce site a été la cible de cyberattaques. Il dénonce une instrumentalisation. Il dit qu'il est visé directement, que c'est un procès politique, en gros. Bon, déjà, ce qu'il faut commencer par dire, c'est qu'il y a 5 millions de personnes dans notre pays qui sont victimes de ces violences pédocriminelles. C'est 5 millions de personnes. Ça veut dire un Français sur 10 à peu près qui a déjà été victime de ces violences pédocriminelles. Donc c'est pas un petit sujet, c'est un sujet de société majeur. Et la commission d'enquête qui est menée par Paul Vannier et par Madame Spielbout, elle permet justement de faire émerger cette parole. Et on peut les remercier, les deux co-rapporteurs. Il y en a un qui est insoumis, l'autre n'est pas insoumise. Elle est précisément de la majorité de Monsieur Bayrou. Donc dire que c'est une commission d'enquête qui serait instrumentalisée, y compris par des gens de sa propre majorité pour essayer de le faire tomber, c'est quand même un petit peu particulier. Ensuite, si ça permet, et c'est le cas, de faire émerger la parole des victimes, eh bien, rien que pour ça, on peut remercier le travail qui est fait par cette commission d'enquête. Parce que là, il y a une prise de conscience majeure qui est en train de se réaliser dans la société du fait que ces violences pédocriminelles sont concentrées dans 2 lieux, d'abord la famille, et ensuite, effectivement, les écoles.